J'enchaîne, hein, je crois, c'est une. Ok, bonjour à toutes et à tous. Michel Beauvert, je travaille dans le service de soins palliatifs, je suis probablement un des dinosaures du service, ça fait bientôt 20 ans que j'y travaille. À l'heure actuelle, je travaille dans le secteur ambulatoire et plus particulièrement, je suis le palliativiste rattaché au centre d'oncologie ambulatoire ici au CHUV. Je supervise aussi l'équipe mobile extra-hospitalière qui se rend à domicile et j'essaye de faire une continuité des soins des patients ambulatoires lorsqu'ils ne peuvent plus se déplacer au CHUV, de mettre l'équipe mobile à disposition et puis je vais aussi les voir à domicile si j'arrive. Pour moi, un atelier, c'est un moment d'échange. Donc, j'ai quelques diapositives plus théoriques, mais j'aimerais plutôt vous parler d'un cas clinique concret, emblématique de notre activité palliative. Donc, il s'agit d'un patient qui a 78 ans, plutôt en bonne santé habituelle, hein, un peu d'hypertension, un peu de cholestérol, mais rien de dramatique. Et puis, suite à l'émission d'hémoptysie, alors en faible quantité, il y a tout un bilan qui est fait ici au CHUV. Et puis, pour le faire court, on lui diagnostique un cancer pulmonaire non à petites cellules, histologie adénocarcinome d'emblée métastatique, avec notamment des métastases hépatiques, une métastase osseuse au niveau de l'omoplate gauche, une lymphangite carcinomateuse pulmonaire et puis une masse assez conséquente du lobe inférieur droite qui a déjà engendré une atélectasie complète. Alors très vite, le patient, à l'annonce de ce diagnostic, il peut, disons, se déterminer assez fermement en disant qu'il ne désire pas de traitement oncologique sous la forme d'immuno, traitement ciblé ou chimiothérapie. Et c'est une décision éclairée qu'il a partagée avec sa femme. Et puis, l'autre chose qu'il déclare lorsqu'il vient en consultation pour l'annonce du diagnostic, il veut éviter à tout prix une hospitalisation au CHUV et il a bien compris que le pronostic est sombre et il aimerait, tant que possible, pouvoir décéder à domicile. L'épouse, un peu plus jeune, est sa proche aidante. Comme son nom l'indique, elle fait pas mal de soins, elle s'occupe de lui au quotidien. Elle est aussi représentante thérapeutique. Donc, je vous rappelle, représentant thérapeutique, c'est celui qui est le porteur des volontés présumées du patient. Ce n'est pas celui qui décide à la place. Mais ce patient n'a pas mis ses volontés par écrit, il n'a pas de directive anticipée. Par contre, une chose qu'il dit, c'est « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique ». C'est quand même des déclarations assez fréquentes qu'il est dans le concret de la clinique hospitalière, par exemple, ou même au cabinet, peut-être un peu plus compliqué à décortiquer parce qu'on a nos représentations et les patients une autre de ce que c'est que l'acharnement thérapeutique. Donc, ça vaut toujours la peine d'étayer qu'est-ce qu'on entend par là. Il y a déjà du CMS 2 fois par semaine, contrôle de santé, aide à la toilette. Et puis, c'est là que c'est un peu plus peut-être idyllique. En tout cas, pas l'appel de l'épouse qui vous appelle au cabinet, qui dit du jour au lendemain, mon mari a beaucoup de peine à respirer, il refuse de venir au CHUV, donc c'est une source d'angoisse pour son épouse, il tousse énormément. Puis là aussi, on imagine que le patient, il habite pas très loin de votre cabinet, puis vous avez un créneau et que vous décidez de vous déplacer à son domicile. Quels éléments, sachant que vous avez à domicile, vous auriez besoin pour faire des choix thérapeutiques? Je parle à des cliniciens. De quoi auriez-vous besoin? Les paramètres vitaux. Les paramètres vitaux, oui. Examen clinique et puis voir à quel point le patient peut interagir avec moi. Ou... Très bien. Donc, examen par la clinique, statut, ça on va dire. D'autres idées? Bon, je pense que vous résumez assez bien ce qu'on peut faire dans un premier contact à domicile.
Donc voici les éléments cliniques. Vous connaissez le patient, mais vous le trouvez vraiment à domicile un état très diminué. Il est encombré, ça s'entend à l'oreille. Vous voyez qu'il est très anxieux, d'ailleurs il le dit aussi. Il est tachypnéique à 30 par minute. Votre saturomètre vous montre qu'il sature à 89 à l'air ambiant. Bon, il n'est pas hypotendu, il n'est pas vraiment hypertendu. Tachycarde régulier et fébrile à 38,3. Il y a un silence auscultatoire sur les 2 tiers de la plage droite. Je vous rappelle, c'est là où il y a le cancer. Il y a des râles grossiers. C'est pas facile de l'ausculter parce qu'il respire vite. Il est un peu, il bouge comme ça. Il n'y a pas d'œdème ni de turgescence jugulaire. Et puis, par contre, alors, il réitère, comme sa femme vous l'a dit, qu'il veut absolument pas aller aux urgences ni à l'hôpital et qui vous demande de pouvoir rester, de le soulager et pour qu'il puisse rester à la maison. Quelles seraient les pistes ou quelles seraient les mesures que vous aimeriez entreprendre? Une injection de morphine, oui. Tout de suite, immédiatement. Quel dosage? Ce que j'ai dans ma trousse, Et qu'est-ce 10 que vous avez mg, dans votre... 10 mg, une ampoule de 10 mg de morphine. 10 mg Sous-cute. D'accord, ok. Et puis, même s'il s'en sort là maintenant, peut-être il aura besoin par la suite d'oxygène, je sais pas. Donc je peux faire demander de l'oxygène à domicile au cas où. D'accord. Donc morphine 10 mg injecté sous cut, faire venir de l'oxygène à domicile dans les plus brefs délais. D'autres idées? Oui. Moi, ce qui me semble essentiel dans une situation comme ça, c'est dès le départ, il faut avoir une vision extrêmement précise des ressources à domicile. Comment son épouse, quels sont les autres apports, qui peut se déplacer. Le CMS, c'est bien, mais c'est clairement insuffisant parce que, mettons que quand on commence à injecter de la morphine, une injection, évidemment, ça va aider. Mais ça ne va pas durer non plus 107 ans. Et qu'est-ce qu'on va faire après? C'est ça, je pense qu'au départ, il faut voir, est-ce que c'est une situation est-ce qu'il y a suffisamment de ressources solides qui peut assurer une fin de vie à domicile, qui est quand même une épreuve extrêmement compliquée, ou est-ce qu'il n'y a pas? Parce que sinon, on arrive dans une situation catastrophique pour tout le monde. Donc, je pense que ça ne s'arrête pas à donner de la morphine ou de l'oxygène. Absolument. Donc, évaluer les ressources. Moi, je n'ai pas dit là, c'est une urgence. J'arrive là maintenant chez lui. Je n'ai pas dit que ça suffit de donner une injection de morphine au revoir, bonjour. Peut-être il faudrait le faire avant aussi, tout ça. Ouais. Alors, je récolte les points de vue. Hein. Donc, j'entends, il y a une mesure d'urgence, soulager rapidement, et puis il y a une mesure de se dire, attendez, avant qu'on fasse quoi que ce soit, quels sont les moyens, quel est l'environnement? Ok, oui. J'aimerais bien avoir une discussion avec le patient parce que pour moi, il y a un aspect de dyspnée qui est réversible peut-être. Donc, c'est-à-dire il y a probablement une effusion pleurale. C'est pour ça qu'on n'entend pas très bien en lien avec son cancer. Donc, on peut imaginer un thoracentesis ou un thorax cathéter pour aider avec la dyspnée. Et puis, si la tension est OK, de commencer déjà un diurétique qui peut aider pas mal avec la dyspnée s'il y a une surcharge de volume. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a une surcharge volémique? Donc, je crois que c'est plutôt malignant pleural effusion au niveau à cause de sa cancer, parce que ça, c'est assez fréquent avec ce type de cancer. Et ça fonctionne bien, les diurétiques? Non, pas tout de suite. Hein. Ok. Donc, largement, il faut stabiliser avec morphine et puis décider s'il est d'accord de faire un drainage de cette liquide qui est probablement là. S'il était d'accord, parce que vous lui dites que ça a vous pensez que ça a une bonne chance de soulager, vous le piquez à domicile? Non, c'est pas moi. Je vais appeler mes amis pneumologues pour m'aider dans cette situation. Est-ce que les pneumologues se déplacent à domicile pour faire des ponctions pleurales? Donc, c'est à expliquer qu'en fait, il
Ok. D'autres idées, mais plus basiques, hein. Là, vous avez un status, vous avez une histoire, mais qu'est-ce qui va guider vos traitements? Qu'est-ce qu'il veut lui, ouais? Et encore plus basique, hein? C'est aussi les ressources. La proche aidante, elle est très angoissée et puis elle ne peut pas gérer ça à domicile. Je pense qu'il faut tenir compte de ça aussi. Mhm. Absolument, quand l'épouse dit il a beaucoup de peine à respirer, vous la croyez sur parole? Quand vous arrivez. Je pense qu'il y a l'angoisse, en fait, ce que le patient vit réellement et l'angoisse du proche aidant aussi. Je pense qu'il y a les deux à bien mettre en parallèle et de Mais pouvoir qu'est-ce qu'il analyser. vit le patient? Qu'il a de la peine à respirer et puis. Alors ça, c'est l'épouse qui dit hein, ouais. par téléphone. Mais vraiment basique, hein? Évaluation. La peine à respirer, c'est quoi au niveau médical, au niveau sémiologique? On parle de la dyspnée. Oui, la dyspnée, c'est un symptôme. Voilà. Et comment est-ce qu'on évalue un symptôme? Enfin, déjà, il faut évaluer le symptôme. Hein? Comment vous l'évaluez, ce symptôme? Une échelle de dyspnée. C'est ça. Donc, très important d'évaluer. C'est une dyspnée modérée, forte, suffocante, asphyxiante, intolérable. Ça, c'est uniquement par l'anamnèse que vous allez avoir. Donc, il y a des signes cliniques qui nous font penser que la dyspnée doit être quand même assez haute, mais il faut toujours prendre, disons, le vécu du patient, comme pour la douleur. Hein. Vous avez mal un peu, beaucoup à 10, c'est la même chose pour la dyspnée. Ok, donc l'approche, en fait, c'est assez basique. C'est ce que je répète aussi beaucoup aux médecins assistants en formation. C'est que face à un symptôme, que ce soit la douleur, des nausées, de la dyspnée, de l'anxiété ou je ne sais, il faut se faire une idée de l'intensité vécue du symptôme. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Comme vous dites, on peut utiliser des échelles comme pour la douleur, des échelles numériques, je vous en montrerai quelques-unes, mais c'est vraiment primordial de vous faire une idée de l'intensité vécue par le patient, parce que c'est ça qui va guider vos traitements. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, à l'autre groupe, observer, examiner, ça semble tellement évident, mais dans ma pratique aussi, je me rends compte que je vieillis ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une tendance à de moins en moins examiner les patients et plus se focaliser sur les valeurs de laboratoire et tout. Donc, en tout cas, je parle pour notre service, les médecins qui sont en formation. Quand ils me parlent d'un patient, je dis, mais tu l'as examiné, examinez vos patients. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on a une situation palliative qu'on va que faire un traitement symptomatique. Il faut faire un raisonnement physiopathologique pour se poser la question, quelle est la cause de la dyspnée la plus probable et est-ce qu'il est raisonnable ou pas? Est-ce qu'on peut intervenir sur la cause? C'est comme pour la douleur, hein, si on identifie la cause de la douleur, traiter la cause, c'est tout aussi important. Mais ce qui est important, c'est qu'en parallèle de la réflexion physiopathologique, c'est de mettre en place rapidement, comme vous dites, un traitement symptomatique. Donc les traitements symptomatiques pour la dyspnée se regroupent en une approche pharmacologique, on a quelques molécules à disposition, quelle que soit l'origine de la dyspnée, et une approche non pharmacologique. Si on fait un raisonnement physiopathologique, vous parliez d'un probable épanchement pleural malin, quelles seraient les autres hypothèses pour une dyspnée aiguë chez un patient comme ça? Oui. On va avoir un foyer, bêtement, il est fébrile, on peut imaginer un foyer infectieux. C'est ça. Ce que je dis souvent aux médecins, ce qui est fréquent est fréquent. Hein. Quelqu'un avec un cancer qui fait de la fièvre, qui est encombré et qui tousse, effectivement, la probabilité qu'il ait fait une pneumonie, elle est élevée. D'autres hypothèses? C'est quoi les complications chez les patients atteints d'un cancer avancé? Une embolie pulmonaire, oui. D'autres hypothèses? On peut avoir une compression du
bronchiale, par exemple, en tumeur, et puis ça peut collapser une partie du poumon. Effectivement, donc des obstructions de poumon. Ouais, Bah, il a déjà une atelectasie, hein, le cancer a déjà généré ça, donc effectivement, on peut avoir même des bouchons ou des obstructions des voies respiratoires de gros calibre, effectivement. Si vous avez vu dans la forme métastatique, donc je dis il y a des métastases au foie, osseux, et puis il y a aussi une entité, la lymphangite carcinomatouse pulmonaire. Hein. Vous savez ce que c'est que la lymphangite carcinomatouse pulmonaire? Quelqu'un peut me dire en 2 mots ce que c'est? C'est ça. Et puis comment ça se détecte en fait en clinique et en examen paraclinique? Ou bien ça fait des nodules, non? Des sortes de micronodules qu'on voit au CT? Effectivement. Alors, en fait, ça fait des images. Le problème, c'est que c'est assez peu spécifique. On peut avoir des radiologies standards normales, ou parfois on peut avoir ces images en verre dépoli. Parfois, au scanner, on peut louper des lymphangites parce qu'il faut avoir des coupes fines. Mais effectivement, on va regarder les septa interlobulaires qui peuvent être augmentés. Et il y a des critères qui ouvrent un large diagnostic de toutes les pathologies interstitielles. Donc, ça peut donner cette image en verre dépoli, mais avec un diagnostic différentiel qui est assez large. Et le problème de la clinique, c'est que c'est assez peu spécifique. Ça peut faire des dyspnées intenses, ça peut faire des toux qui sont irritatifs sèches ou des toux productifs en gros, mais c'est une cause fréquente de dyspnée. Alors voilà, c'était l'approche, elle est dynamique, une réflexion physiopathologique, vous mettez en place des traitements symptomatiques, vous réévaluez vos patients, est-ce que ça agit sur le symptôme, etc. Donc c'est pas quelque chose qui reste figé. Les outils rapidement, pas besoin d'aller chercher, vous n'avez pas besoin d'avoir une réglette dans la poche, hein, c'est vraiment entre 0 et 10, 0 c'est pas de peine à respirer, 10 c'est la peine à respirer maximale que vous pouvez imaginer. Voilà, c'est simple, une dyspnée à 1 sur 10 ou une dyspnée à 10 sur 10 ne se prendra pas en charge de la même façon, quel que soit le milieu où se trouve le patient. Sachez qu'il existe des échelles plus validées, pour le BPCO, l'échelle de Borg, hein, qui a cette spécificité verticale. En fait, le côté vertical parlerait mieux aux patients en disant que plus ils sont dyspnéiques, plus c'est bas, et plus c'est haut, plus ils ont les voies aériennes et une facilité à respirer. Mais quel que soit l'outil que vous utilisez, c'est vraiment important d'évaluer l'intensité de la dyspnée. Sur le plan physiopathologique, c'est compliqué parce que la dyspnée souvent va engendrer un cercle vicieux. Il n'y a rien de plus anxiogène que la dyspnée. Donc la dyspnée, dans la majeure partie des cas, plus elle est intense, plus elle va générer de l'anxiété, et l'anxiété va péjorer la dyspnée par différents phénomènes, en augmentant la fréquence respiratoire, en augmentant disons, la ventilation d'espace mort, en augmentant le travail respiratoire, qui va encore aggraver la dyspnée, qui a d'autres causes étiologiques. Donc le défi clinique, ce sera de réussir à casser ce cercle vicieux par les moyens qu'on a à disposition. Alors, l'approche pharmacologique, quelles sont les molécules qu'on a à disposition, quelle que soit la cause de la dyspnée, hein. Bien entendu, on ne va pas entrer dans chaque étiologie, mais si on ne peut pas agir sur la cause, ou bien voilà, que c'est déraisonnable par rapport aux souhaits du patient ou par rapport à l'environnement, de faire une ponction pleurale, de l'amener à l'hôpital, mettre en place une anticoagulation alors qu'on a un patient qui a quand même des hémoptysies. Donc voilà. Donc dans la littérature, vous retrouvez quand même pas mal d'études de méta-analyses qui mettent les opioïdes en avant. Alors, le problème, c'est que le niveau de preuve scientifique, il est là, mais il est faible. Et je pense que, mon avis, c'est pas parce que la molécule fonctionne peu ou pas, mais c'est surtout pour moi pour des questions méthodologiques. C'est-à-dire, c'est très difficile de recruter des patients en fin de vie
où vous dites, voilà, telle population, tel groupe, il aura l'opioïde, l'autre, il n'aura rien, placebo. C'est des patients il y a beaucoup de facteurs confondants et qui ont une espérance de vie souvent courte. Donc pour moi, c'est essentiellement des raisons méthodologiques, mais on a quand même un niveau de preuve qui justifie la prescription d'opioïdes. On voit aussi dans les méta-analyses récentes pour l'utilisation des opioïdes pour la dyspnée chez les patients atteints d'un cancer, qu'on a pour différentes molécules, hein, pas seulement pour la morphine, mais le fentanyl, l'hydromorphone, un effet qui est statistiquement et cliniquement relevant, et ceci aussi avec des mesures de sécurité. Parce que la grande crainte, hein, qui reste très présente, c'est que les opioïdes induisent une dépression respiratoire, donc ils sont contre-indiqués lors de l'insuffisance respiratoire. Donc, la majorité de ces études s'est aussi intéressée à la sécurité. Est-ce qu'on décompense disons, les échanges gazeux, l'émission du CO2? Est-ce qu'on fait varier la saturation en oxygène? La réponse est non, mais sur certaines conditions de prescription. On verra la dose. Chez un naïf d'opiacé, de lui mettre 10 mg de morphine parentérale, c'est peut-être que ça peut déclencher une dépression respiratoire. Hein. 10 mg de morphine sous-cute, c'est 20 mg de morphine péros. Chez un naïf d'opiacé, il y a quand même ce risque-là. Donc, commencez par des doses faibles, mais augmenter rapidement pour atteindre le niveau de confort. Ici, c'est indicatif pour les naïfs d'opiacés, donc les patients qui n'ont pas déjà des opioïdes prescrits. Le premier choix recommandé, en tout cas par les sociétés de médecine palliative et aussi l'ESMO, l'oncologie médicale européenne, et l'ASCO au niveau américain, ça reste la morphine en première ligne. Les alternatives, l'hydromorphone, 5 fois plus puissante que la morphine, difficilement remboursable à domicile par la forme parentérale, ou le fentanyl, on peut mettre des pompes à domicile, des pompes CAD. Le fentanyl, c'est plutôt un deuxième ou troisième choix s'il y a une insuffisance rénale conséquente. Hein. On parle d'insuffisance rénale des clearances à 30 et en dessous, où là, le risque versus le bénéfice de presque de la morphine, on augmente le risque d'induire des neurotoxicités en prescrivant de la morphine chez les insuffisants rénaux. Oui, voilà. Alors, pour les naïfs, pour les non-naïfs, les patients qui ont déjà de la morphine, on recommande d'arrêter les formules lentes pour les repasser en formules rapides et d'augmenter le dosage d'environ 30%. Vous avez accès à ces diagrammes. Donc, c'est les recettes de cuisine que vous avez, avec quelques exemples. Et puis, pour terminer, en fait, la proportion entre l'approche pharmacologique et non pharmacologique va dépendre disons, de la phase de la dyspnée. Dans la phase terminale, ce sera surtout l'approche pharmacologique. Pour des patients qui sont ambulatoires, qui ont une dyspnée qu'à l'effort, à ce moment, le gros de la prise en charge palliative de la dyspnée sera non pharmacologique. Ici, des moyens simples, il y a même des études qui ont été recherchées, la preuve que de stimuler les récepteurs cutanés du trijumeau peut avoir une action sur la dyspnée, donc un ventilateur, l'application de froid peut être utile. L'oxygène à domicile, c'est très débattu dans la littérature en fin de vie. Ce que nous, on préconise, c'est pas d'oxygène dans les derniers instants de la vie, lorsque vous avez des patients qui sont plus vigiles, parce que là, ça va augmenter la sécheresse des muqueuses, augmenter la sensation de soif de façon drastique, avec un bénéfice quasi nul sur la dyspnée dans les derniers instants de la vie. Pour les autres phases, un test thérapeutique, ça vaut toujours la peine d'être fait en fonction de l'action sur le symptôme. Les urgences, sachez que c'est possible de faire des protocoles, mais comme vous le dites, pour mettre des protocoles, il faut qu'il y ait l'environnement adéquat. Et parfois, ça frise l'hôpital à domicile. Les CMS peuvent intervenir 3, 4 fois, parfois la nuit. Il y a beaucoup d'OSAD qui prennent maintenant cette voie-là en proposant des soins très techniques. Certains prétendent de faire HAD. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas.
Et puis, il existe des protocoles qu'on peut mettre à disposition avec les équipes mobiles à domicile si vraiment toute la sécurité est assurée. En guise de conclusion, je veux dire, ben voilà, la dyspnée, c'est un symptôme qui est malheureusement très fréquent en fin de vie, difficile à soulager. C'est un facteur de mauvais pronostic en soins palliatifs, mais n'oubliez pas d'évaluer, disons, le symptôme comme n'importe quel symptôme. Traiter la cause chaque fois que c'est possible et raisonnable selon les volontés du patient, et puis que l'approche pharmacologique, le pilier, ce sera les opioïdes, la morphine en première ligne, et n'oubliez pas les approches non pharmacologiques. Et bien entendu, avec un symptôme si compliqué, si difficile, si dévastateur, n'oubliez pas d'intégrer les proches, parce que les proches sont vraiment aussi très atteints par un symptôme tel que la dyspnée. Voilà pour le marathon.